Voilà. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On se laisse. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, on se laisse. L'incontournable. L'incontournable. Mettez-vous en ligne. Ah, niawa. Mettez-vous en ligne. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct massivement. Partagez-le, partagez-le dans les groupes, sur vos murs. Et n'hésitez surtout pas de me donner mes étoiles en quitté ici. Donnez-moi mes étoiles, mes frères et sœurs. Donnez-moi mes étoiles en quitté ici. Ah, on est là bon. J'espère que vous allez très bien. Godiago. Ah, ouais, l'incontournable. Ouais, tiens dur. Alors, donc, connectez-vous en quitté ici. Mettez-vous en ligne en quitté ici. Mettez-vous en ligne en quitté ici. Mettez-vous en ligne. Partagez le direct. Partagez-le, partagez-le. Partagez le direct massivement. Mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Mes frères et sœurs, on ne va pas trop durer ici. Ouais. Gobson, Efez. Big up à vous, maître Gobson. Poulet coq. Big up à vous, monsieur Poulet coq. On est ensemble. C'est l'Afrique qui gagne. Ouais, ça c'est la page des sachants. C'est très important. Voilà. Donc partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez-le massivement, hein, quittez ici à tiens. Partagez-le, on se laisse en même temps. Alors, donc, sans trop tarder, on va vite faire. Ceux qui vont rattraper le train en course, bon, à tiens. Ils vont courir pour monter dedans. Maintenant, quand ça sera à destination, alors ils vont encore essayer de regarder. C'est très important. Voilà, le samouraï noir, big up à vous. Alors, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi bonbon, laisse-moi mourir 5 heures plein de royal padrino, camari des Oula Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra, mes frères et sœurs, pour parler de ce qui se passe en Ukraine. Parce que Volodymyr Zelensky, voilà, c'est pas Vladimir Zelensky, c'est Volodymyr. Celui de la Russie, il s'appelle Vladimir Poutine. L'autre, il s'appelle Volodymyr Zelensky. Ah tiens, donc c'est différent. Ne mélangeons pas les noms, c'est très important et très précieux. Alors, ce dernier soupçonne s'est servi de renseignements d'être des taupes au sein de l'Ukraine. Et que ces derniers travailleraient pour la Russie. Et même il allait jusqu'à limoger même la procureure générale de toute l'Ukraine. Vous comprenez? C'est comme à Douricha, c'est comme si Alassane Ouattara ne faisait plus confiance à Douricha. Il dit, toi à Douricha là, tu es une taupe. Hein? Au sein de la nation ivoirienne, tu travailles pour une autre nation. Donc, ma confiance n'est plus trop sur toi. Ah tiens. Et puis, il prend la décision de le limoger. Et donc, c'est comme ça, il a limogé la procureure générale de l'Ukraine, qui était chargée de collecter toutes les preuves et toutes informations pour traduire ou bien poursuivre ceux qui avaient commis les crimes contre l'humanité, soi-disant, de Boucha et tout. Et donc, ils avaient dit que c'était les Russes, mais il fallait les identifier avant de les poursuivre. Donc, c'est elle qui était chargée de faire ceci. Bon, bizarrement, on l'a limogé. Et le chef des services de renseignement
qui lui, il est l'ami intime de Volodymyr Zelensky. C'est-à-dire, ils ont grandi ensemble, ils ont fait les mêmes études. Est-ce que vous comprenez même? C'est son ami intime en fait. C'est comme Thomas Sankara et Blaise Compaoré de la manière ils étaient. Voilà. Donc, le chef des services de renseignement ukrainien était l'ami de Volodymyr Zelensky. Avant qu'il ne prenne le pouvoir, il a même battu campagne pour lui. Est-ce que vous comprenez? Il a aidé, il a lutté, il a fait les meetings, il a battu campagne pour lui. Et c'est suite à ça, Volodymyr Zelensky est devenu président de la République d'Ukraine. Et donc, partout où Volodymyr Zelensky partait, il était là. Il était là, il était là. Et donc, l'ancien chef des services de renseignement, quand la Russie avait pris la ville de Kherson, Volodymyr Zelensky a dit non, il n'est pas trop fiable. Il a chassé et il a mis son ami sur, soi-disant, pour surveiller les services de renseignement. Le SBU, on appelle ça SBU, ancien KGB. Donc, ils ont changé de nom. Avant, il faisait partie du KGB. C'est très important ce que je vous dis parce qu'on va y arriver. Pourquoi? Donc, il faisait partie du KGB, de l'ancien l'URSS. De l'ancienne l'URSS. Donc, il faisait partie du KGB. Et quand l'URSS s'est disloqué, alors ils ont changé de nom, ils se sont nommés SBU. Donc, ce sont les services de renseignement ukrainiens. Donc, c'est suite à ça, il a mis son ami intime. Il dit avec lui, tout est garanti, il va contrôler l'information à tiers. Mais il a oublié que l'Ukraine est un pays où il y a la corruption. Et les gens sont mal payés. Des gens qui sont mal payés, comment tu veux qu'ils soient loyaux? Comment tu veux qu'ils soient fidèles? Ah! Oh, mais lui-même, Zelensky, il rêve quoi. Les militaires, ils sont payés à combien même en Ukraine? Des gens qui sont payés à des salaires de misère. À des salaires de misère. Pendant que la Russie propose aux combattants, c'est-à-dire les militaires russes qui combattent, ainsi que ceux qui veulent donner main forte, prêter main forte aux Russes, 3 000 euros. Souvent même ça va jusqu'à 4 000 euros. Pendant ce temps, les militaires ukrainiens, même d'autres, ils n'ont même pas de salaire. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas de salaire, ils se plaignent, ils disent depuis qu'ils se battent, ils n'ont pas encore touché jeton. Ils n'ont pas encore touché l'argent. Pendant ce temps, les militaires russes, si un militaire russe meurt sur le front, est-ce que vous comprenez? Sa famille reçoit 70 000 euros. Est-ce que vous comprenez? Voilà. 70 000 euros, convertis en roubles, ça fait je ne sais pas combien. Mais la somme qu'on donne à la famille de la personne qui est morte, ça vaut au moins 70 000 euros. Donc, c'est comme si la famille recevait au moins, si je ne m'abuse pas, au moins 50 millions de francs CFA. C'est-à-dire, quand tu mets au front, ta famille, la Russie, l'État russe donne au moins 50 millions de francs CFA à ta famille pour dire, ah, vraiment, nos condoléances, voilà, votre fils est mort au front. Donc, on ne peut pas le réveiller, mais voilà, 50 millions, et puis l'État l'enterre dignement. Il y a des funérailles grandioses, il paye le service. Tout est pris en charge par l'État, il est bien enterré, et puis il y a 50 millions qui suivent. Donc, voilà, vous pensez que c'est pour ne rien les familles des victimes se taisent en Russie? Non. Il y a d'autres qui disent non, on veut un peu d'argent et puis on veut maison. L'État leur donne un peu d'argent, plus une villa. Et donc, chacun choisit là-bas. Si c'est l'argent seulement tu veux, tu prends seulement l'argent, les 50 millions, c'est-à-dire les 70 000 euros. Si c'est ça seulement tu veux, tu prends. Si tu ne veux pas ça, tu dis non, je veux au moins 10 millions plus une villa. Et l'État russe te donne une villa plus 10 millions de francs CFA. Et tu fais ta vie. Donc, voici ce qui se passe. Pendant ce temps en Ukraine, les militaires ont du mal à manger. Ils n'arrivent même pas à recevoir de salaire. Ils vont au front. S'ils meurent, souvent même on les abandonne là-bas. Mais quand c'est comme ça, là, comment tu ne veux pas qu'il y ait des traites? Qui ne veut pas manger? Qui ne veut pas manger? On dit, voici, le jeton coule, les Russes donnent le paquet. Et puis toi, Zelensky, tu veux que les gens y suivent tes conneries là. Pendant ce temps, tu as payé maison à 5 millions de dollars en Israël. Tu as envoyé toute ta famille en Israël. Tu as même pris des militaires ukrainiens pour surveiller, pour veiller sur ta famille.
des militaires ukrainiens juifs, bien sûr, qui sont partis en Israël, qui ont quitté l'Ukraine, qui ont immigré en Israël et tout. Il les a sélectionnés et il dit, bon, ils n'ont qu'à veiller sur sa famille. Pendant ce temps, il a aussi une grande maison en Angleterre. Lui, il se fait du pactole. Maintenant, ces militaires-là, eux, ils ne reçoivent aucun salaire. Ils disent non, battez-vous, c'est pour la dignité du pays. Mais toi, c'est pas pour la dignité du pays. Tu prends le jeton et puis tu dis non, les autres, ils n'ont qu'à se battre parce que c'est la dignité du pays. Mais qui écoutez, est-ce qu'eux, ils sont gaou? Ils ne sont pas gaou. Donc, ils sont traites, ils sont remplis au sein de l'armée ukrainienne. Et Zelensky se fâche. Il dit non, il y a 651 top. Mais ils ne sont pas 651, ils sont nombreux. Il faut bien les compter. Ils dépassent. C'est 651, tu as trouvé. Ah tiens, le nombre est trop. Donc, ce n'est pas histoire de 651. Il change la procureure, il change le chef des services de renseignement ukrainien. Et puis, il pense que c'est garanti. Il dit non, il va les pourchasser. Tu vas pourchasser quoi? Tu ne vas rien changer. Ce qu'il oublie, lui, Zelensky, c'est que le service de renseignement ukrainien et puis le service de renseignement russe, c'était le même service de renseignement. C'est ce qu'il oublie. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la première cause qui fait que, au sein des services de renseignement ukrainiens, il y a assez de traite, il y a des taupes. Première raison, le SBU et le SBU et le GRU, le GRU russe, ou bien le FSB russe, auparavant, ils travaillaient avec le service de renseignement ukrainien. Lorsqu'ils étaient encore au sein de l'Union soviétique, c'était un seul service de renseignement. Il n'y avait pas pour l'Ukraine, il n'y avait pas pour la Russie, il n'y avait pas pour la Biélorussie. La Biélorussie, c'est toujours resté, le nom est toujours resté histoire de KGB. Donc, c'était l'ensemble, c'était un seul service de renseignement. Donc, ceux, c'est-à-dire les anciens, là, ils se connaissent. Les anciens qui sont au sein du service de renseignement ukrainien, et puis ceux qui sont en Russie, ils se connaissent. Souvent même, ils sont amis. Ils se connaissent, ils ont la même pratique, ils ont des contacts. Maintenant, il y a guerre entre... il y a eu une opération russe au sein de l'Ukraine. Les Ukrainiens, ils sont en guerre. Mais vous pensez que les gens qui sont au sein du service de renseignement ukrainien, ils ne vont pas donner des informations? Ceux qui détestent Zelensky, ceux qui ne veulent pas que l'Ukraine aille du camp occidental, qui sont penchants pour la Russie, vous pensez qu'ils ne vont pas trahir? Mais ils vont trahir. Mais c'est ça le vrai problème. C'est à ça que l'Ukraine est confrontée. Donc, pour les neutraliser, c'est que l'Ukraine va souffrir. Au finish, l'Ukraine ne va plus avoir de services de renseignement parce qu'eux tous, ils sont corrompus. Puisque ceux-mêmes qui sont les anciens, qui maîtrisent l'histoire de renseignement, ils ont des liens avec des Russes. Donc, il faut tous les chasser pour mettre des nouveaux. Mais pour mettre les nouveaux, là, il faut les former. Or, vous êtes en guerre. Vous ne pouvez pas former des gens pour le renseignement maintenant, là. Donc, vous allez devoir utiliser les anciens qui étaient là. Or, les anciens qui étaient là, ils sont invités. C'est-à-dire, beaucoup sont penchants pour la Russie et d'autres sont penchants pour l'Europe. Et donc, du coup, l'Ukraine aura le problème de ce type. Aura ce type de problème. Côté renseignement, l'Ukraine aura ces problèmes-là. Mais pourquoi Zelensky commence à pourchasser les gens? Pourquoi Zelensky commence? La vraie cause, il y a ça. Pourquoi Zelensky commence maintenant, il commence à dire non, il y a 651 taupes au sein des services de renseignement, chasse à l'homme. Il commence à destituer la procureure, le patron même des services de renseignement, il accuse d'autres. Même au sein des... Il fait sauter des fonctionnaires. Il s'apprend même à certains ministres. Qu'est-ce qui fait que Zelensky est fâché, il est en colère? En fait, il n'y a pas si longtemps, la Russie avait frappé une ville située à 800 km de la ligne de front, du front. Une ville où on disait que non, c'est un bâtiment civil que la Russie avait frappé. Et puis, les médias occidentaux avaient fait de ça une propagande.
La Russie tire sur les civils et tout. Les Russes avaient dit qu'il y avait une réunion hein, des généraux de l'armée de l'air ukrainienne ainsi que les vendeurs d'armes. Et que c'est pour ça qu'ils ont visé ce bâtiment. Ils ont dit non, c'était un bâtiment civil. En réalité, dans le bâtiment, il y avait réellement des hauts gradés de l'armée ukrainienne, ainsi que des hauts gradés des membres de l'OTAN qui étaient venus s'entretenir avec leurs collègues ukrainiens. Est-ce que vous comprenez? Mais comme les sites militaires sont des cibles potentielles pour la Russie, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent qu'ils vont se fondre au sein de la population et échapper aux missiles russes. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les trucs comme les écoles, soit ils utilisent les hôpitaux, soit ils utilisent des bâtiments administratifs civils ou bien de l'État, mais en même temps, vous savez, il y a certains bâtiments, il y a des civils qui y habitent et en même temps, il y a des bureaux administratifs. Donc, ils utilisent ces genres de bâtiments-là, pensant que si même la Russie a des informations, la Russie ne peut pas attaquer parce qu'il y a des civils. Et donc, c'est ça leur procédure. Mais c'est de mal connaître les Russes. Donc, les Russes avaient déjà les informations, comme quoi dans le bâtiment, il y avait des hauts gradés de l'OTAN, ainsi que des hauts gradés de l'armée ukrainienne. Donc, la Russie n'a pas hésité à utiliser ces sous-marins nucléaires porteurs de missiles calibre. Donc, vous avez beaucoup entendu des missiles calibre. ça fait ses preuves sur le terrain. Donc, la Russie a déclenché des frappes, des missiles calibre, parce que tout autour, il y avait d'autres bâtiments. Et dans ces bâtiments-là, il y avait des militaires ukrainiens. Mais les hauts gradés, parce qu'il fallait monter la garde des hauts gradés, il ne fallait pas les laisser comme ça. Et donc, les autres bâtiments étaient occupés par des militaires ukrainiens. Et le bâtiment spécial où il y avait la réunion, c'était là. Et donc, la Russie n'a pas hésité à utiliser des missiles au calibre depuis ses sous-marins dans la mer Noire pour les balancer. Et donc, la Russie a frappé avec précision ces bâtiments. Mais comme il y a des dommages collatéraux, est-ce que vous comprenez? Ce sont les Occidentaux qui ont amené ce mot-là. Hein. Ils disent que c'est un dommage collatéral. Quand c'est eux, ils disent non, ce sont des dommages collatéraux. Mais quand c'est les Russes, oh, c'est un crime contre l'humanité, ils tuent les civils. Mais écoutez, il ne faut pas, ils vont jouer les mots. Parce que les mots ont leur sens. Donc quand c'est eux, ils ne peuvent pas s'accuser comme quoi ils commettent des crimes contre l'humanité. Donc ils disent, bon, ce sont des dommages collatéraux, parce que ça peut arriver pour justifier l'injustifiable. Pour justifier quoi? Ils ont tué des civils, mais c'est normal parce que, voilà, c'est une bombe, ça a éclaté, donc voilà. Donc la Russie aussi, quand elle a frappé, mais au dehors, il y avait des passants. Puisque ce sont des bâtiments qui sont comme ça, à vue de tous et de toutes. Donc personne, c'est-à-dire les passants, ils ne pouvaient pas savoir qu'il y avait une grande réunion de trucs des hauts gradés de l'OTAN et des trucs de l'armée ukrainienne. Donc ceux qui étaient de passage ce jour-là, malheureusement pour eux, ils ont été victimes de ces frappes. Mais ils ne montrent pas l'objectif réel pour lequel la Russie a frappé. Ils préfèrent montrer au dehors ceux qui ont été des victimes innocentes. C'est ça maintenant, ils montrent pour dire la Russie tue les civils. Non. Ce jour-là, l'OTAN a perdu des hauts gradés et l'Ukraine a perdu des hauts gradés. C'est ainsi que les Occidentaux ont mis la pression sur Zelensky pour dire au sein de tes services de renseignement, il y a des taupes, il y a des traites. Comment la Russie a su qu'il y avait une réunion? Et donc, il faut regarder au sein de tes services de renseignement, il faut chasser beaucoup qui sont des infiltrés russes. C'est ainsi que Zelensky a pris la décision de destituer le chef du service de renseignement, comme quoi il n'est plus clair, il n'est pas sérieux. Et la procureure et tout. Pourquoi depuis là, elle ne désigne pas les responsables russes qui ont commis les crimes à Boucha et puis truc. Pourquoi depuis là, elle traîne? Donc ça veut dire les complices.
Donc, voici, et ce jour-là, l'Occident a condamné, tout l'Occident a condamné la frappe. Pourquoi les autres frappes, l'Occident ne condamnait pas comme ça? Mais cette frappe, cette fois-ci, là, les pays occidentaux ont condamné tous. Et on dit, bon, on va augmenter les sanctions, on va maintenant sanctionner l'or russe. C'est parce que leurs hauts gradés ont été frappés. Et puisqu'ils ont été frappés, mais ils ne peuvent pas aller en guerre. Ils ne peuvent pas déclencher une intervention. La Russie n'est pas l'Irak, la Russie n'est pas la Libye, la Russie n'est pas l'Afghanistan. La Russie, c'est un autre morceau. Et ils comprennent la leçon, ils comprennent. Ils ne peuvent pas aussi dire aux yeux de leur population que non, il y a eu des membres de l'OTAN qui ont été frappés sur le territoire ukrainien. Ils vont leur demander, mais vous dites que vous n'êtes pas en guerre avec la Russie, mais ils faisaient quoi là-bas? Ils ne peuvent pas aussi les médiatiser pour dire telle personne est morte. Donc leur corps là, ils vont prendre leur corps en catimini pour rentrer en Europe avec eux. Ils ne vont pas. Je viens. Donc voilà un peu. Donc la première cause, c'est que le GRU, c'est-à-dire le GRU, le FSB et le SBU ukrainien, ils étaient de même école, ils ont fréquenté ensemble, ils ont été un seul service de renseignement dans le passé, qui était le KGB au temps de l'Union soviétique. Donc ils se connaissent entre eux. Il y a des hauts responsables ukrainiens qui connaissent des hauts responsables russes qui sont du même service de renseignement. Et donc la Russie a infiltré l'Ukraine. Hein? Chaque déplacement des armements occidentaux, les Russes savent où c'est placé. Voilà pourquoi la Russie vise souvent des bâtiments civils. Et il y a des gens qui disent non, mais ils tuent les civils. Non, c'est parce que l'Ukraine ne cache plus ses armes dans les camps militaires. Parce que les camps militaires ont été détruits. Les camps militaires ont été frappés dès le début. Et mettre les armes là-bas, c'est encore une cible potentielle. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent mettre les armes dans des endroits où les civils habitent pour échapper aux missiles russes. Et aussi provoquer la colère du monde entier pour dire les Russes frappent, ça prenne aux civils. Donc les civils qui meurent, c'est de la responsabilité du gouvernement ukrainien. Parce que vous ne pouvez pas mettre des armes dans un bâtiment où il y a des civils qui dorment. C'est inadmissible. Mais les Ukrainiens le font. Regardez même la vidéo. Ils prennent des chars de guerre pour mettre ça sous les immeubles, pour tirer. Mais toi, c'est-à-dire tu es en confrontation avec quelqu'un. Il met quelque chose là où il y a un immeuble, il tire sur toi. Est-ce que toi, tu ne vas pas riposter? Parce que si tu ne ripostes pas, c'est toi qui vas mourir là. Donc, quand tu vas riposter, non seulement ça va frapper le char, mais ça va atteindre l'immeuble. Et donc, ceux qui ne sont pas aussi responsables, les civils, ils vont prendre les pots cassés. Et c'est ce que les Ukrainiens font. C'est ce que les Ukrainiens font. Et donc, c'est inadmissible du plan de vue stratégique et militaire. Donc, ce sont les Occidentaux qui demandent aux Ukrainiens de mettre les trucs là-bas. Comme ça, quand la Russie va frapper, eux, ils vont prendre ça pour faire une propagande afin de pousser les nations à condamner la Russie
et a fait isoler la Russie. Je vais. Fais comme ça. Putain. Désolé. Vous savez, les femmes ont peur de trucs. Des petits trucs là. Donc, il était parti. Ah, Amadou Ouattara. Oui, avec ça, je n'ai pas d'ennemi. Vous savez, quand je parle de l'Ukraine, est-ce que quelqu'un va m'haïr pour dire que non, j'ai mal parlé de son leader, hein, Amadou Ouattara. En parlant de ce conflit, est-ce que quelqu'un ici, vous qui êtes en direct, est-ce que quelqu'un parmi vous peut m'haïr pour dire non, tu as parlé mal de mon leader, tu vas voir, et s'apprendre à ma mère ou à mes proches? Non. En parlant de ça, tout le monde est d'accord. Mais imaginons que je prends un sujet tout de suite, qui est un sujet africain, qui concerne sincèrement la Côte d'Ivoire, et que je commence à dire certaines choses. Aujourd'hui, vous m'appréciez. Vous dites, ah, c'est que tu dis, mais ok. Bon, sur la Côte d'Ivoire aussi, je peux dire certaines choses, des choses qui sont avérées et vraies, mais d'autres ne vont pas l'admettre. D'autres vont dire non. Pourquoi ils diront non? Parce que ça ne les arrange pas. Parce que peut-être c'est un truc qui concerne leur leader. Donc du coup, ils vont mal voir ça. Ils vont commencer à m'haïr, à me détester, à m'insulter. Vous comprenez? Donc l'Africain est comme ça. Donc il vaut mieux parler des sujets où tu sais que personne ne va t'insulter, personne ne va t'haïr, personne ne va te traiter de quoi que ce soit, et où tout le monde sera d'accord. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi je me concentre sur l'Ukraine. Je parle, mais de temps en temps, je parle des sujets africains, hein, par rapport aux militaires, 49 militaires qui ont été arrêtés au Mali et tout. J'avais parlé de ça de façon, hein, brève. Voilà, et je parle de trucs, des sujets africains de temps en temps. Mais je ne suis pas trop concentré sur ça. Vous comprenez? Si je parle de trucs autour de... Peut-être même toi, Mamadou Ouattara, tu seras le premier à m'insulter. Hein? Soit toi tu es PPACI, soit tu es RADP, soit toi tu es COGEP, soit toi tu es PDCI, je ne sais pas. Je ne connais pas ton bord politique. Mais si je commence à parler mal de ton leader, tu seras le premier à te... Hein, à m'haïr, à me parler mal, à me menacer. Donc voilà, c'est ça aussi. On ne peut pas aussi parler des religions. Tu parles de religion, ça ne t'arrange pas, oh, menace de mort. Donc, avec ces genres de sujets-là, bon, je me sens à l'aise et tout le monde est d'accord. Même si vous détestez ça, vous aimez les clashs, parce que je sais qu'avec les clashs, il y a du monde qui vient, mais lorsqu'on parle des faits qui sont sérieux, des gens ne s'intéressent pas. C'est ça aussi, les Africains. Deuxième cas, c'est que en Ukraine, vous savez ce que les gens ils ne savent pas. Les fonctionnaires ukrainiens, ce n'est plus l'État même ukrainien qui les paye.
c'est l'Union européenne et les Amériques. L'Amérique, chaque mois, il débloque un budget pour payer les fonctionnaires ukrainiens. Est-ce que vous comprenez? Donc l'Ukraine, en tant qu'État, n'a plus les moyens de payer ses propres fonctionnaires. Mais un tel État, mais qui ne va pas être en traite? Chacun cherche à manger, chacun cherche à se nourrir. Et donc, les services de renseignement qui sont performants vont savoir les points faibles de l'adversaire. Et comme la Russie est un grand pays, et on connaît l'histoire des services de renseignement russes, hein, les premiers services de renseignement qui ont pu faire la plus grande opération de renseignement au monde, c'était l'URSS. En voulant les documents et les plans de la construction de la bombe atomique américaine pour que l'Union soviétique fabrique la même bombe atomique, ça a été la plus grande opération, la plus discrète et la plus périlleuse des services de renseignement du monde. C'est l'URSS qui a fait ça pour la première fois. On parle de la CIA et CIA, mais ceux qui ont été les meilleurs dans une opération pour voler des documents, prendre des documents, récupérer des documents dans un camp militaire éloigné, très discret, où personne au monde ne savait quoi que ce soit. Les Russes, l'Union soviétique, les soviétiques, ils savaient que les Américains fabriquaient une bombe. Ils étaient au courant. Et donc, chaque jour qui passait, à quel niveau c'était, ils étaient informés de tout ça. Ils avaient tous les plans. La composition même de la bombe, ils avaient tout. Et ils ont tout récupéré. Les Américains ont été surpris. Ils étaient étonnés comment les Soviétiques avaient réussi à infiltrer leur camp militaire, leur usine de fabrication de cette bombe. Donc, les Soviétiques, ils étaient des meilleurs auparavant. Et ils sont aussi toujours efficaces. Ce n'est pas des petits. Donc, de l'Union soviétique, c'est devenu la Russie. Mais avec Poutine, il a remis ça à nouveau. Donc, les Russes font partie de ceux qui ont les meilleurs services de renseignement au monde. Les Américains, les Russes, les Israéliens, les Français, ils font trop la propagande. Mais en matière de renseignement, ils ne sont pas trop au top. Ah oui, je vous le dis. Ils font trop la propagande, mais en matière de renseignement, ils ne sont pas au top. C'est moi qui le dis ce soir. Les Anglais, ils sont forts, oui. Le MI6. Les Chinois aussi, ils sont forts, mais personne ne parle d'eux. Et le service de renseignement pakistanais est aussi très puissant. Ceux qui crient, c'est du n'importe quoi. Donc voilà un peu. Donc ce n'est pas petite Ukraine là qui va échapper aux Russes. Puisque troisième cause. Première cause, le SBU était dans la même école de formation de renseignement avec le GRU. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le service de renseignement russe ou le FSB. Parce qu'avant, c'était le KGB. Ils étaient ensemble. Dans les années 80. Ils étaient ensemble jusqu'en 90. Bon, en dehors de ça, il y a la pauvreté en Ukraine. Qui fait que les soldats, ils ne sont pas payés. Donc un soldat qui n'est pas payé devient un soldat traite. Et on peut le corrompre avec quelques billets. Et puis bon, il peut livrer des informations sensibles. Ça, et puis la population aussi peut coopérer. Des citoyens qui n'ont rien, il n'y a pas de travail. Ils meurent de faim, ils crèvent de faim. Ils sont là-bas, ils voient. Ils disent, ah, je suis patriote, mais ils sont là quand même pour regarder et donner des informations à l'adversaire. Il suffit de leur donner quelques billets et puis c'est fini. Ils vont trahir leur patrie. Et donc, la pauvreté fait que la traîtrise devient galopante. Troisième cause, c'est qu'au sein de l'Ukraine, il y a des russophones. Il y a des citoyens russes, il y a des gens qui parlent le russe, ils viennent. C'est-à-dire, leurs anciens parents viennent de Russie. Et puis, ils sont pro-russes. Ces gens-là, ils sont au sein de l'Ukraine. Eux tous, ils n'habitent pas l'est de l'Ukraine. Il y a d'autres qui habitent à Kiev. Il y a d'autres qui habitent dans les régions lointaines. Il y a d'autres même qui ont des enfants avec des femmes ukrainiennes qui ne sont pas
pro-russes, ou bien des femmes ukrainiennes qui sont pro-russes, mais qui, qui ont leur mari qui viennent dans des trucs de l'autre côté. Mais dans leur cœur, elles sont russes. Mais elles peuvent trahir ces femmes. Ah oui, elles peuvent trahir. Ou bien il y a des militaires qui sont au front, qui livrent des informations sensibles à leurs femmes. Pensant que c'est leur femme. Ah, c'est ma femme, c'est ma femme. Ah tiens, tu donnes toutes les informations à ta femme. Derrière toi, elle appelle. Elle va appeler Maria Zakharova, la porte-parole des affaires étrangères russe, pour dire, ah, mon mari dit voilà, voilà, voilà. Ils ont mis une grande cargaison de trucs d'arbres venant de l'Occident dans tel bâtiment, adresse au numéro tant, tant, tant. Ah, ok. Zakharova dit, ah, Poutini, ah, voici affaire. Shogu, il faut t'occuper de ça. Shogu donne l'ordre. Ah, dit Hamza Kadyrov, dis à tes éléments, quelqu'un qui sont sur place de lancer quelques missiles sur ce bâtiment parce qu'on dit il y a une grande cargaison d'armes là-bas. Dans les heures qui suivent, les missiles pleuvent. Les Ukrainiens sont étonnés. Ah mais qui a parlé à cela? Donc il y a plusieurs sortes de renseignements. Madame peut rester là, peut poser des petites questions. Monsieur, tellement il s'est battu au front, il est fatigué, il veut que madame le masse. Pendant qu'elle est là, le massé, il est là, il est au paradis. Elle lui pose des petites questions, lui aussi il donne des secrets. Il livre des secrets, Dès lors qu'il tourne le dos, madame appelle. Donc c'est comme ça. Ah oui, vous ne savez pas? La Russie a plein de femmes en Ukraine qui sont des espionnes, qui s'en vont même épouser même des soldats ukrainiens. Ah oui, les Russes, ils sont forts dans ça. Elles font même enfant avec des soldats ukrainiens. Mais au fond d'elles, elles savent ce qu'elles cherchent. Elles sont espionnes. Leurs maris ne savent même pas que ce sont des espionnes. Ah mais bien sûr, même peut-être même la maîtresse de Zelensky, c'est une espionne russe. Quand il finit de prendre son truc blanc là, ma femme à Washington, je vais pendant que il livre tous les secrets à l'espionne russe et il est étonné que l'Ukraine est infectée par des services de renseignement russes. Donc arrêtez ça. Zelensky, c'est le désespoir. Vous savez, c'est le désespoir. Si la Russie voulait éliminer Zelensky il y a longtemps, puisque autour de lui, là, tous ceux qui étaient là-bas, c'était des infiltrés, c'était des corrompus. Ça veut dire, ce qui veut dire le narratif que les Occidentaux pondent à longueur de journée. Non, la Russie avait envoyé un commando pour éliminer Zelensky. Et que ce sont les services de renseignement américains qui ont empêché ça. C'est du n'importe quoi. Je dis bien, c'est du n'importe quoi. Si la Russie voulait éliminer Zelensky, il y a longtemps, il l'aurait déjà empoisonné. Est-ce qu'il savait qu'autour de lui, il y avait des taupes? Est-ce qu'il savait qu'autour de lui, il y avait des taupes? Un petit poison et puis c'est fini pour lui. Il allait manger, gonfler et puis c'est fini. Ah, pour l'éliminer, est-ce qu'ils ont besoin de trucs, envoyer un commando? Non, au sein de l'Ukraine, il y a des traites. Il y a longtemps, ils auraient déjà utilisé quelqu'un pour dire mettez une balle en lui. Et puis c'est fini. Ou soit, partout où Zelensky partait, est-ce qu'il savait que autour de lui, il y avait des traites? Non, c'est déplacement. Là où il dormait, les Russes, ils savaient. Lui, il pense qu'il est caché. Non, il n'est pas caché. Si les Russes savent qu'il y a une réunion dans tel endroit, à telle heure, tel jour, il y a des armes dans tel endroit, et puis ils bombardent les endroits, c'est pas Zelensky qui va leur échapper. C'est pas où Zelensky dort qu'ils ne savent pas où il dort, non. Vous pensez que les Russes, c'est des... Non. Ils ont des services de renseignement puissants. Les déplacements de Zelensky, ce qu'il mange, ils savent. C'est pas qu'il fait. En Ukraine, là-bas, quand il se cache, il fait ses vidéos, ils savent où il est. Est-ce que pour la voir là, ils ont besoin d'envoyer commando? Il suffit d'envoyer un missile au truc au calibre, et puis c'est fini. Ah! Est-ce que là c'est un problème? Est-ce que vous voyez les Russes frapper trop Kiev? Ils ne frappent pas trop Kiev. Ils laissent certains trucs au bâtiment administratif. Ils savent où les Ukrainiens prennent leurs décisions. Qu'est-ce que la Russie a dit? Que non, si vous attaquez le territoire russe, on va frapper les centres de commandement qui se trouvent à Kiev et en dehors de Kiev. Donc ça veut dire les Russes, ils savent qu'il y a des centres de commandement à Kiev, mais ils n'attaquent pas ça.
Pourquoi ils n'attaquent pas ça? Peut-être ils n'ont pas envie de détruire toute l'Ukraine. Ils n'ont pas envie de mettre l'Ukraine à plat. Parce que s'ils détruisent Kiev, c'est fini. L'Ukraine n'aura plus d'administration pour pouvoir gouverner le reste du pays. Et ça sera un danger aussi pour la Russie parce que la criminalité va s'aggraver et les Ukrainiens qui vont vouloir rentrer en Russie, les Russes ne peuvent pas les chasser et ça va devenir un danger. Et donc peut-être la Russie n'a pas envie de détruire la capitale. Donc elle laisse certains centres de décision, certains bâtiments administratifs, mais elle sait, la Russie sait quel bâtiment administratif, où est-ce que les Ukrainiens prennent leurs décisions. Les Russes ne sont pas gaou, ils connaissent de A à Z. Mais souvent, ils laissent, ils ne frappent pas ça. Quand ils voient que les armes qu'ils ont mis dans certains bâtiments, ces armes sont dangereuses pour les soldats russes, alors souvent ils frappent pour les détruire. Mais les prises de décision, les hauts gradés, les Ukrainiens et tout ça, qui sont à Kiev, qui dirigent les opérations, ils savent où ils sont, mais ils ne les frappent pas. Pourquoi ils ont frappé la fois passée? C'est un message, c'est un signal qu'ils ont donné à l'OTAN. Parce que les Russes trouvent que les membres de l'OTAN sont allés trop loin. Et donc, à un moment donné, ils avaient pour habitude de venir en Ukraine. Hein. Les Russes savaient qu'ils venaient tout le temps en Ukraine. Chaque arme qu'ils livraient, il y avait des partenaires occidentaux et ukrainiens. Ils s'attendaient, ils faisaient toujours des réunions avant les livraisons d'armes. Et ceci, cela. Les Russes savaient. Ils ne disaient rien. Mais à un moment donné, les armes occidentales, les Ukrainiens ont utilisé ça pour bombarder les territoires occupés russes. Donc ça a énervé les Russes. Et donc c'était un message fort. Et ces Occidentaux ont envoyé des experts, des hauts gradés pour dire, bon, on va vous livrer des avions, des drones. Les Russes ont dit, ok, vous qui êtes venus cette fois-ci, je ne vais pas vous laisser, on ne va pas vous laisser retourner. Ils les ont bombardés pour leur faire comprendre que non, ce n'est pas parce que vous faites les va-et-vient, on vous voit, mais on ne dit rien, que vous allez penser que non, on n'a pas de service de renseignement. Non. Donc c'est un avertissement. Les autres qui vont encore par la suite vouloir faire truc, ils vont 1000 fois réfléchir avant d'aller en Ukraine. Parce qu'ils vont dire, ah, donc les Russes, on ne nous épargne plus. Nous, Ukrainiens, ils bombardent maintenant tout le monde, on fait comment? Donc ils vont plus s'hasarder à aller sur le territoire ukrainien pour faire des réunions bizarres. Parce qu'aucun territoire n'est épargné en Ukraine. Et c'est la première fois. Parce que je le dis, c'est la première fois qu'un pays démontre qu'il est puissant. Les Américains ont dit, ouais, les Américains sont puissants et ceci, cela. Ok, il n'y a pas de souci. Mais avez-vous déjà vu des armes américaines, des missiles américains de longue portée, où les Américains ont utilisé ces missiles à une distance de 1000 ou à 2000 km pour frapper des cibles? Ça n'existe nulle part. En tout cas, depuis que je suis né, l'Amérique n'a jamais utilisé des missiles pour cibler des cibles à 800 km ou à 1000 km. Quand ils bombardaient la Syrie, les navires américains s'approchaient un peu des côtes syriennes pour frapper. Donc les missiles, si les missiles avaient parcouru trop, c'était environ 150 ou à 200 km. Les Américains n'ont jamais bombardé un pays à une distance de 1000 km ou 800 km pour dire qu'ils lancent des missiles. Ils utilisent plutôt leur aviation pour aller à côté du pays pour bombarder. Ils ont des navires, certes, mais ils n'ont jamais utilisé leurs navires. Et puis l'Amérique n'a jamais utilisé des sous-marins pour lancer des missiles à longue portée pour frapper des cibles. Il n'y a que la Russie seule dans le monde entier où je vous parle en ce moment. Il n'y a que la Russie, la Fédération de Russie, qui a été à mesure d'utiliser des sous-marins pour frapper des cibles à longue distance. Donc les sous-marins russes, ce n'est pas de la caque, mais c'est un fait. Elle l'a fait en Syrie, où elle était dans la mer Caspienne. Elle a lancé des missiles de haute précision depuis son sous-marin, les missiles calibre, depuis les sous-marins russes pour frapper des cibles en Syrie. Donc mer Caspienne jusqu'à en Syrie, mais les missiles ont survolé des pays. Est-ce que vous comprenez? Les missiles ont survolé des pays,
mais sans toucher ces pays. Mais leur cible, c'était en Syrie. Et ces missiles ont frappé les bandits, les terroristes que la Russie combattait là-bas. L'Amérique n'a jamais fait ça. Je mets quiconque au défi de me montrer l'Amérique qui utilise ses sous-marins pour lancer des missiles à longue portée de 1000 ou à 2000 km pour cibler des cibles. Ça n'existe nulle part. Donc la propagande occidentale qui dit non, les missiles russes ne sont pas précis et que les missiles occidentaux sont précis. Mais l'Occident a déjà utilisé quel missile qui est précis? Quel missile l'Occident a une fois utilisé pour cibler des cibles à une distance de 1000 ou à 800 km? Mais la Russie ne fait que démontrer sa capacité de frappe pour dire elle peut cibler des cibles à 1000 ou à 2000 km. Quand la Russie utilise ses navires pour frapper des cibles, hein, non loin des frontières polonaises, c'est-à-dire côté ukrainien, mais ce sont des cibles qui sont placées à 1000 km. Hein? De la mer Noire au niveau de la Crimée, des navires qui sont là, qui frappent des cibles de l'autre côté, ça fait 1000 km de distance. Quel pays européen qui a une fois utilisé son navire pour cibler une cible de 1000 km avec des missiles de haute précision à travers ses navires ou sous-marins? Ils ne font jamais ça. Même à travers leur avion, ils ne ciblent jamais une cible de 1000 km pour que l'avion, non. Ils s'approchent de la cible pour frapper et puis fuir. Voilà pourquoi ils ont créé des avions fictifs. Pour ne pas que les radars voient les avions comme ça, ils vont s'approcher de ça. Et donc, si on parle d'aujourd'hui des pays qui ont une force de dissuasion, les pays qui possèdent les meilleurs missiles au monde, capables de démontrer sa force de frappe à une distance lointaine, c'est la Russie. Parce que c'est elle seule qui fait la démonstration. Depuis que le monde a été créé. Depuis que le monde a été créé. Les autres ont des missiles. Ils parlent, ah, notre missile, c'est un... Mais ils n'ont jamais utilisé ça. Ils n'ont jamais mis ça à l'épreuve pour que le monde entier voie si réellement ce qu'ils disent, si c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont jamais utilisé ces genres de missiles. Ils n'ont jamais utilisé ces genres de missiles pour prouver à l'humanité tout entière que leurs missiles sont précis et que leurs missiles vont très loin. Et que de là, ils peuvent frapper des cibles qui sont loin. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu. Oh, si Poutine veut tuer Zelensky, c'est facile. Est-ce que les missiles sont finis en Russie? N'écoutez pas celui-là. S'il veut le tuer il y a longtemps, il l'aurait déjà tué. Poutine ne veut pas salir ses mains. Poutine ne veut pas salir ses mains. Il va tuer Zelensky pour gagner quoi? C'est une humiliation. Il peut... Et Zelensky, est-ce que Zelensky ne va pas vers le front de l'Est? Souvent, il va, non, il rend visite aux militaires ukrainiens. Vous pensez que les Russes ne le voient pas? Ils voient. Quand Zelensky va là-bas pour rendre visite à ses soldats, les Russes voient. Ils ont les services de renseignement. Ils savent que Zelensky est là-bas. S'ils voulaient le tuer il y a longtemps, ils allaient bombarder cet endroit. Désolé. Donc
Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire. Non, l'Amérique n'a aucun missile hypersonique. Vous savez, les Américains, ce qu'ils appellent le missile hypersonique, le missile qu'ils sont en train de fabriquer, le test qu'ils ont fait, ils ont échoué. Ils font des échecs, ils vont d'échec en échec. Ils veulent rattraper les Russes. Mais le missile hypersonique qu'ils veulent faire, ce sont des missiles qu'ils conçoivent, qui vont faire au moins 5000 km/h en fait. Le missile qu'ils sont là construits, c'est 5000 km/h. Dès lors que ça dépasse la vitesse du son, ils considèrent ça comme missile hypersonique. Mais les Russes, eux, ce qu'ils ont conçu là, ça fait, c'est le Kingal, il fait 10 000 km/h. Le truc, l'avant-garde, ça fait 20 000 à 30 000 km/h. Donc, les Américains n'ont même pas encore eu cette technologie. Ils ont dit qu'ils avaient ça. Non, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. C'est du mensonge. Les Occidentaux disent que non, ils avaient cette technologie. Vous avez ça et puis, ça fait longtemps, ils sont là. Ils sont là à faire des recherches pour faire ces genres de missiles. Ils n'y parviennent pas. Donc, ce qu'ils n'ont pas, faut pas. Ils vont dire qu'ils ont ça. Tout ça, c'est pour berner les gens. L'avant-garde, le missile avant-garde, c'est un missile qui fait au moins 20 à 30 000 km/h. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, ceux qui sont en France, si la Russie lance ce missile sur la Côte d'Ivoire, ça ne va pas faire 1 heure de temps et ça va frapper le territoire ivoirien. Aucun bouclier anti-missile ne peut arrêter ça. Quand Poutine avait parlé de ça, ils ont dit, oh, il bluffe, c'est un menteur, c'est de la propagande. Toujours, quand les Russes parlent, ils disent, non, c'est de la propagande. Il fallait que Poutine, la Russie utilise le Kingal sur le terrain ukrainien pour qu'eux-mêmes ils voient, pour dire, ah, donc c'est du sérieux. C'est-à-dire, si les Russes n'avaient pas utilisé un tel missile, ils allaient dire, oh, ils n'ont pas ça, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Mais comme les Russes ont utilisé ça pour frapper certains secteurs ukrainiens, et puis leurs radars n'ont pas pu localiser, n'ont pas pu voir le missile Kingal, c'est là ils ont dit, ah, ouais, c'est vrai. C'est hypersonique parce qu'on n'a pas pu détecter ça. Et donc, on ne peut pas arrêter. Ils comprennent la leçon. Donc, les Américains n'ont pas encore de missiles hypersoniques. Vous pensez que s'ils ont ça, ils n'allaient pas bomber le truc, leur torse, clic, clic, clic. Ils n'ont pas encore ça. Ils n'ont pas encore de missiles hypersoniques. Ils font des tests, ça échoue. Souvent, c'est le moteur du missile qui explose. Lorsqu'il lance, ça explose, boum, ça détruit même le missile en l'air. Ça n'a même pas encore décollé et puis le missile s'explose. Donc, ils n'ont pas encore trouvé les matières parce que ce missile ne se conçoit pas avec les matériaux qu'ils ont pour habitude d'utiliser pour construire les autres missiles. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des matériaux spéciaux qu'il faut utiliser pour construire ces genres de missiles parce que le missile, lorsqu'il part en grande vitesse, il chauffe. Et donc, il faut des matériaux qui ne vont pas se diluer. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre le fer pour dire non, tu fais un tel missile. Quand ça va chauffer, mais ça va se fondre. Est-ce que vous comprenez? Ça va se fondre. Et donc, si ça se fond, mais le missile est gâté. Parce qu'à un certain niveau de chauffage, le fer se fond. Est-ce que vous comprenez? Et donc, un tel missile qui va, et il y a eu une boule de feu devant. Regardez les vidéos ukrainiennes. Le Kingal, quand la Russie a lancé ça, quand ça partait, le missile formait une boule de feu. Donc, d'habitude, les missiles que les gens y lancent, le feu c'est derrière, ça sort du moteur. Mais ce missile que la Russie a lancé, le feu est devant. C'est-à-dire le missile part, la boule de feu est devant et le missile est derrière. Donc c'est l'air, la vitesse fait que l'air devient, ça surchauffe et ça devient du feu. Et donc avec une telle vitesse, il faudrait que le matériel qu'ils ont utilisé pour concevoir le missile ne se fond pas, ne se dilue pas. Mais les Occidentaux n'ont pas encore trouvé ce matériel. Ce sont des recherches scientifiques qu'il faut faire pour trouver ce matériel. Et une fois trouvé, ils pourront concevoir leur missile. Voilà pourquoi ils font d'échec en échec. Et quand ils lancent, ils voient que non, c'est pas ça. Ça s'explose. Parce qu'ils n'ont pas trouvé encore le bon matériel. J'espère que ce que les Russes ont lancé, ça va leur permettre de concevoir, de construire aussi leur missile. Parce qu'ils vont prendre les restes du missile en question. Ils vont analyser pour savoir c'est quel genre de matériel les Russes ont utilisé. Et c'est ça qui va leur permettre aussi
de construire leur missile hypersonique, mais ça ne sera pas la même vitesse. Parce qu'en dehors de ça, il y a une technologie qu'il faut employer dans le missile. Donc, ils vont découvrir le matériel ou les matériaux que les Russes ont utilisés pour fabriquer le missile. Donc, ça va leur permettre de faire aussi pour eux. Maintenant, concernant la vitesse, ça c'est aussi autre chose, c'est une autre technologie. Donc, il doit falloir qu'ils trouvent cette technologie pour faire aussi pour eux. Donc, voici un peu la vraie truc en réalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu la réalité que les gens ne vous diront jamais. Vous savez que les Occidentaux, maintenant, ils ont décidé de lever des sanctions contre la Russie au niveau des banques. Pourquoi ils le font? Ils le font pourquoi? Parce que non seulement l'euro s'écroule. Est-ce que vous comprenez? L'euro s'écroule. Aujourd'hui, l'euro et le dollar, il n'y a plus de différence. Au contraire, le dollar commence à dépasser l'euro. Et le rouble devient fort face au dollar. Et donc, depuis 2000, quand l'euro a été mis sur pied, c'est la première fois que le dollar et l'euro ont la même valeur. C'est la première fois que le dollar commence à dépasser l'euro. Et donc, l'euro n'est plus une monnaie de confiance. Personne n'achète encore l'euro à cause de la politique européenne. Les Russes achetaient l'euro pour faire du business avec les Européens. Mais suite au comportement des Européens, les Russes ont abandonné cette histoire de monnaie d'euro. Ils n'achètent plus ça. Et les Russes obligent les Occidentaux à payer le rouble russe pour continuer à faire du commerce avec la Russie, c'est-à-dire dans le domaine énergétique. Donc les Occidentaux, ils voient que non, comme ils ont banni les Russes du système bancaire SWIFT, et qu'ils interdisent les banques russes d'acheter l'euro, d'acheter des trucs, comment on appelle ça, dans le système bancaire, ils appellent ça truc, il y a un nom là. Donc ils empêchent les Russes d'acheter des trucs au niveau des banques européennes. Ils empêchent les Russes d'acheter de l'euro. Donc ils ont coupé tout, pensant qu'en faisant cela, les banques russes allaient s'écrouler en fait. Ils ne savaient pas que Poutine était déjà prêt et que les banquiers russes s'étaient déjà préparés à un tel autre scénario. Donc à partir de ce moment-là, la Russie n'achète plus l'euro. Et beaucoup de pays refusent d'acheter l'euro. Et donc l'euro est en train de s'écrouler. Ceux qui utilisent ça entre eux, ce sont les Européens. Bon, ils utilisent ça déjà, ils ne vont pas encore acheter ça. Quelque chose qui est pour toi, tu ne peux pas acheter. Pour que la chose puisse être forte sur le terrain, mais il faudrait que celui qui n'utilise pas ça, il faudrait qu'il achète ça ailleurs pour payer des choses dans ta main. Mais si les gens ne veulent plus acheter ça dans ta main, et qu'ils préfèrent utiliser le dollar pour commercer avec toi, donc ta monnaie chute. Et donc en voyant cela, ils ont dit, bon, on va lever parce qu'ils avaient bloqué une partie de l'argent des Russes. 300 milliards de dollars des avoirs russes qu'ils avaient bloqués. 300 milliards de dollars. Donc, ils ont fait une réunion hier, on dirait que c'est aujourd'hui ou hier, pour dire il faudrait qu'ils débloquent une partie de ces avoirs russes pour donner ça aux Russes et lever certaines sanctions au niveau des banques pour permettre aux Européens de commercer avec les Russes en matière de denrées alimentaires. C'est-à-dire pour que les Européens puissent facilement aller acheter de quoi à manger dans la main des Russes. Ce qui veut dire, en levant certaines sanctions au niveau des banques, c'est pour permettre à certaines banques russes qu'ils avaient banni du système bancaire SWIFT de réutiliser encore le système bancaire SWIFT. Comme ça, l'Européen en particulier, c'est-à-dire les businessmen européens, ils pourront aller en Russie pour faire des achats. Est-ce que vous comprenez? D'engrais, les sociétés européennes, ils pourront aller en Russie pour faire des achats sans utiliser, sans payer le rouble en fait. Sans payer le rouble et tout. Donc c'est pour dire aux Russes, bon, écoutez, on peut encore faire du business, on a besoin de l'engrais, on a besoin des céréales, on a besoin de tant. Donc voilà, nous on lève les sanctions, on débloque une partie de votre argent, les 300 milliards là.
écoutez, on va vous donner au moins 100 millions ou bien 150 milliards, et puis 150 millions, on va bloquer ça. En retour, bon, on vous permet de revenir dans le système bancaire, certaines banques, parce qu'on veut faire du business avec vous, puisque en Europe, la famine commence à prendre de l'ampleur. C'est pour ne rien, ils disent non, les Africains vont mourir de trucs de famine. Non, 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 ils parlent d'eux-mêmes en fait. Le problème, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont un problème. La famine, l'inflation, ça monte ici en Europe. Il y a certains produits qui manquent dans les supermarchés en fait. Et donc, au lieu de dire, au lieu de s'indester eux-mêmes, ils préfèrent indester les Africains. Non, il y a des pays arabes qui dépendent de l'Ukraine et de la Russie. Ils vont avoir faim. Non, 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 c'est eux-mêmes en fait. Ils dépendent des Russes et des Ukrainiens. En matière de l'énergie, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas cacher ça. Donc, ils étaient obligés de dire ah, pétrole et tout. Eux, ils ont dit qu'ils veulent bannir le gaz russe. Mais le truc de l'énergie leur a fait comprendre que non, vous ne pouvez pas remplacer le gaz russe. C'est pas facile de remplacer le gaz russe. Parce que si vous cherchez gaz ailleurs, non, vous ne pouvez pas remplacer ça. Ici, la Vendéenne, elle est allée en Azerbaïdjan pour négocier un contrat gazier avec le président Aliyev. Or, Azerbaïdjan paye son gaz auprès de la Russie. Vous comprenez l'idiotie? Donc, ils sont allés signer un contrat là-bas pour dire que l'Azerbaïdjan n'a qu'à leur livrer du gaz. En réalité, c'est une manière de dire il faut prendre le gaz russe et nous, on va payer ça dans ta main, en fait. Voilà le business qu'ils veulent faire. Et ils vont venir mentir aux Européens, aux citoyens européens pour dire non, on va remplacer le gaz russe par le gaz azerbaïdjanais. Non, l'Azerbaïdjan paye son gaz à la Russie. Et c'est la société Lukoil, je pense, qui livre ce gaz à l'Azerbaïdjan. Et donc les Européens, ils s'en vont là-bas pour signer un contrat, ils veulent payer ça. Ce qui veut dire que l'Azerbaïdjan paye le gaz moins cher chez les Russes, puisque c'est un membre, c'est un ancien pays soviétique. Donc la Russie leur donne ça à bon prix, à un prix très bas. Et donc les Azerbaïdjans vont vendre son gaz plus cher aux Européens. Quelles sont ces conneries-là? Tout ça pour montrer que dans la démocratie, la démocratie c'est quoi même? C'est du n'importe quoi. C'est-à-dire eux-mêmes, ils se tirent une balle dans le poumon. Eux, ils pensent qu'ils sont dans une lutte. Mais je pense qu'ils commencent à comprendre en voulant lever les sanctions contre la Russie. Parce qu'ils ont compris que là où ça allait, c'était pas bon pour eux. Où ça partait là, c'était pas bon. Donc eux-mêmes, ils font marche arrière. Ils n'ont pas dit cet argent, ils allaient donner ça aux Ukrainiens pour reconstruire l'Ukraine. Ils n'ont pas encore reconstruit l'Ukraine. L'opération continue toujours. Et puis ils parlent déjà de non, on va débloquer une partie pour donner ça aux Russes. On va lever une partie des sanctions pour commercer. Vous comprenez déjà? Ils sont affaiblis en fait. Ils comprennent. Parce que les Américains, eux, ils ont déjà levé des sanctions contre la Russie. Oui, oui, oui. L'Amérique a déjà levé certaines sanctions contre la Russie. Au niveau de l'engrais, au niveau du truc, du pétrole. Ah oui. Parce que l'Amérique paye le pétrole russe. Ils ont déjà levé certaines sanctions contre la Russie. Eux, ils font du business. Et au niveau des trucs de l'aéronautique, les Américains ont besoin des Russes pour coopérer au niveau des trucs de l'espace. Au début, ils avaient mis embargo, on veut plus, mais après, ils ont vu que, ils ont dit, on a besoin de Roscosmos, c'est-à-dire l'agence spatiale russe. Ils ont besoin de ça pour certaines missions de la NASA et aussi des moteurs de trucs de fusée. C'est la Russie qui vend des moteurs de fusée aux Américains. Donc, quand ils ont vu, et puis pour entretenir les anciens moteurs que la Russie avait vendus, pour faire l'entretien, mais il faut des techniciens russes. Parce que s'ils coupent les trucs avec la Russie, ben, les moteurs ne seront plus maintenus, ne seront plus entretenus. Et donc, ce qui va diminuer la capacité des États-Unis de lancer des trucs, des fusées dans l'espace. Ils vont concevoir leur propre moteur, mais leur moteur qu'ils ont conçu là, c'est conçu pour certaines fusées. Certaines fusées plutôt. Et ça ne peut pas aider toutes les fusées. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, ils ont besoin des moteurs russes pour certaines missions. Or, les Européens qui coopéraient avec la Russie dans l'agence spatiale, eux, ils ont dit non,
nous et les Russes, c'est fini, on ne veut plus coopérer. Pendant qu'ils annonçaient ça, les Américains disent, bon, nous on lève les sanctions contre l'agence spatiale russe, nous on veut coopérer. Donc les Européens, ils voient que non, ah, les Américains leur demandent de faire certaines choses et puis ils font le contraire de l'autre côté. Donc eux aussi, bon, ils disent, bon, écoutez, nous aussi on lève les sanctions, on va lever les sanctions, on va débloquer une partie de votre argent qu'on a bloqué, voilà, et puis en retour, on va faire du business dans le domaine alimentaire. On va coopérer parce que, voilà, on ne veut pas que le monde entier soit frappé par la famine. En réalité, c'est eux. La famine le guette en ce moment. Il y a la famine ici. Ça ne va pas en Europe. Donc, ils utilisent le nom du monde entier pour dire, bon, pour éviter une catastrophe alimentaire, on lève les sanctions pour coopérer. Donc, vous devez comprendre cela. Quand ils disent le monde, non, ils parlent d'eux. Puisque eux, ils représentent la communauté internationale. Est-ce que vous comprenez? Quand ils disent le monde est menacé par la famine, ils parlent d'eux en fait parce que pour eux, ils représentent le monde. Ils se font appeler communauté internationale. Donc, c'est eux qui représentent la communauté du monde entier en fait. Donc, quand ils disent le monde est menacé par la famine, ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent des Européens, ils ne parlent pas de trucs des autres qui considèrent comme des sous-hommes, qui considèrent comme des néants, des êtres inexistants en fait. Et que les seuls êtres qui puissent exister, c'est eux, puisqu'ils sont la communauté internationale. Donc voici un peu. Donc les Européens, je ne sais pas sur quoi ils comptent. Et puis, ils font n'importe quoi. C'est les Russes qui les aidaient à lancer leurs fusées à Guyane, les trucs comme ça. Les Américains même qui disent Américains là, c'est la Russie qui les aide à lancer leurs fusées. C'est maintenant SpaceX de Elon Musk est venu qui lance quelques fusées. Mais les fusées américaines, ce sont les Russes qui lancent les plateformes de lanceurs. Ils utilisent les plateformes de lanceurs russes pour lancer leurs fusées. Donc les Américains qui sont Américains, ils ont besoin des Russes. C'est vous les Européens qui dépendez des Américains qui veulent montrer les muscles. Mais l'Amérique ne peut pas vous aider dans ce domaine, puisque elle-même elle a besoin des Russes. Les Russes, c'est l'argent qui les manque. Hein. Oui, on parle de NASA, mais Roscosmos, c'est à cause d'argent. Sinon, si la Russie avait la même économie que les Américains, je vous le jure que la NASA n'est rien. N'est rien devant Roscosmos. C'est parce que les Russes, ils font des recherches. Ils trouvent des choses, mais pour faire, c'est l'argent qui les manque. Et donc, ils abandonnent les projets en fait. Est-ce que vous comprenez? Ils ont beaucoup de projets, ça y est sur la table, ils savent comment faire, mais pour financer ça, souvent ça leur cause problème. Et puis ils abandonnent. Or, les Américains, eux, ils font des recherches, ils essaient. Et quand ça marche, bon, voilà, on parle de la NASA, ceci, cela. Sinon, les Russes, c'est pas un truc qui les manque en fait. Le savoir, non, ils ont le savoir, mais ce sont les moyens financiers qui les manquent souvent. Qui leur manquent souvent. Souvent, dans l'aviation, les Russes ont beaucoup de plans. Ils font des recherches avioniques. Ils trouvent des trucs, mais pour produire les avions, souvent, c'est l'économie en fait qui pose problème, qui fait que ils abandonnent certains projets. Les Américains, comme eux, ils ont beaucoup d'argent. C'est bon, c'est pas bon. Ils font des recherches, ils mettent le paquet. Et puis bon, c'est tout. Ils savent que même si ça réussit, si ça ne réussit pas, leurs alliés, ils vont imposer ça à leurs alliés, ils vont payer. Ça va leur faire du bénéfice. Et ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce que vous comprenez? Donc les Russes, quand les Occidentaux disent, oh, les Russes, ils savent rien. Non. Ils savent beaucoup de choses. Ce sont les moyens financiers. S'ils avaient les mêmes moyens que les Américains ainsi que les Chinois, je vous le garantis que les Russes allaient être numéro 1. C'est l'argent qui leur manque. Voilà pourquoi ils sont combattus par les Occidentaux et les Américains. Parce qu'ils savent ce que c'est que les Russes. Ils savent que c'est des gens qui ont le savoir. Voilà pourquoi ils font tout pour recruter les cerveaux russes. Ils font tout. Boris Johnson a dit quoi la fois passée? Il dit non, vous les scientifiques russes, venez en Angleterre. On a besoin de vous. Mais
Quand tu vois que quelqu'un, il est abruti, il n'est pas intelligent, comment tu peux dire, il n'a qu'à venir chez toi, que tu as besoin de lui? C'est parce qu'ils savent, ils connaissent la valeur des scientifiques russes. C'est des gens, ils sont forts. Mais c'est souvent le financement qui leur manque. Donc, si le gouvernement russe doit mettre une politique sur pied pour enrichir, pour avoir une économie puissante et tout, vous allez voir les Russes. Personne ne peut encore faire quoi que ce soit sur les Russes. Les Occidentaux les combattent, ils les empêchent d'atteindre certaines choses parce que souvent, l'économie russe, ça ne suffit pas pour faire certaines choses. Donc, pour simplifier, ils payent ça dans la main des trucs des Occidentaux. Sinon, eux-mêmes, ils ont les trucs. Ils trouvent la formule, comment faire ça, mais pour investir, ils voient que c'est coûteux. Donc, ils payent ça souvent dans la main des Occidentaux pour simplifier. Ce qui fait qu'il manque. Il y a beaucoup de choses qui leur manquent. Mais ce n'est pas parce que ça leur manque qu'ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas le fabriquer. Ils peuvent le faire, mais c'est l'argent. Donc, je pense qu'avec cette confrontation et le défi que l'Occident a lancé aux Russes, les Russes feront tout pour s'enrichir et faire quelque chose de grand. Donc, voilà un peu. Oui, 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 les Américains, s'ils sont forts, c'est à cause des Allemands qu'ils avaient pris. Les Allemands, les Américains, ce n'est pas des gens parce qu'ils sont puissants. Non, 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 non. Vous savez, chaque année, ils organisent, ils lancent des bourses pour recruter les meilleurs élèves de chaque pays. Que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe et tout. Ils les payent. Ils recrutent les meilleurs élèves pour travailler pour l'Amérique. Voilà pourquoi les Américains, ils sont forts. Sinon, ce n'est pas leur propre truc qui font que les élèves deviennent forts ou bien ce n'est pas les Américains même. Non, non, non. C'est des gens à qui ils donnent la nationalité. Ils savent que tu es fort, tu es brillant, ils te donnent la nationalité, ils te disent qu'il faut travailler pour eux. Et donc, quand tu deviens américain. Et donc, du coup, vous verrez que non, on dit un Américain a fait ceci. Non, ce sont des gens à qui ils ont donné des nationalités qui travaillent pour eux et puis c'est fini. Qui travaillent à la NASA, dans les coins stratégiques en fait. Donc, c'est des gens qui volent le cerveau des autres nations. Les Russes, eux, ils ne font pas recrutement pour dire on va payer hein, les élèves. Non, non, non. Eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui forment leurs élèves. Et quand ils les forment, ce sont les Occidentaux qui s'en vont les voler, les Américains qui les volent. Donc, vous devez comprendre qu'en Russie, on donne une très bonne éducation pointue. Le savoir scientifique, mathématique, tout est calé là-bas. Mais les Occidentaux, quand ces trucs, ils provoquent, en fait, ils cherchent des cerveaux. Donc, leur sanction, c'est pour dire, bon, oh, les cerveaux russes fuient. Est-ce que vous ne les entendez pas parler de ça dans les médias? Les cerveaux russes fuient. Ceux que Poutine a programmé pour la nouvelle technologie, ils sont en train de fuir la Russie. Ils ont besoin de trucs. Voilà. C'est parce qu'ils savent que s'ils ne font pas ce genre de choses, la Russie va leur dépasser dans certains domaines. Il faut provoquer le chaos économique et ensuite recruter les meilleurs élèves russes pour travailler pour l'Occident. Arriver ici, en Occident, ils vont leur donner la nationalité. Quand c'est comme ça, ils font ça vite. Hein. Carte de séjour, nationalité, voilà, tu es truc. Et ils vont essayer de dire, bon, la Russie, ceci, cela. Et ce même, il va combattre maintenant son propre pays. Parce qu'il va recevoir des euros ou des dollars. Et c'est ce qu'ils font tout le temps. C'est ce qu'ils font tout le temps, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. La Russie vient de prendre une ville avant-hier. Avant-hier, il y a une ville qui était située à côté de Lysychansk. La Russie a pris ça. Donc, la prochaine ville, c'est Sloviansk. Voilà. Donc, pour arriver à Sloviansk, il y avait une ville qui bloquait, qu'on appelait Sverest. Voilà. Le nom est trop bizarre. Les villes ukrainiennes, là, bon, je ne connais pas trop les noms. Donc, ils ont pris cette ville-là avant-hier. Ils ont chassé les Ukrainiens de la ville. Et les Ukrainiens sont allés se placer dans les montagnes, hein, pour tirer sur les Russes. Et donc, les Russes sont là nettoyés aux alentours de la ville parce que c'est une ville qui est sur la plaine. Et autour de la ville, il y a des trucs, des hauteurs. Et donc, les Ukrainiens ont fui la ville et ils sont allés se cacher dans les hauteurs
Et de là-bas, maintenant, ils tirent. Et ils peuvent tirer sur les soldats russes. Donc, les Russes, ils sont là nettoyés autour de la ville, c'est-à-dire les hauteurs de la ville, pour éviter que les soldats ukrainiens se cachent là-bas pour tirer sur eux. Donc, ils sont là nettoyés aux alentours de la ville en ce moment. Sinon, la ville est tombée. Et donc, la prochaine cible, c'est Sloviansk. Puisque après cette ville, Sloviansk, maintenant, est la prochaine, en fait. Il n'y a plus de ville jusqu'à ce que ça arrive à Sloviansk. Il y a quelques villages. Mais, voilà, c'était la dernière ville qui, pour arriver à Sloviansk, les Russes devraient traverser par cette ville. Donc, ils ont pris la ville. Ils n'ont pas encore lancé une grande offensive, mais le peu qu'ils ont fait, ils ont pris une nouvelle ville encore. Donc, la grande offensive, Poutine a fait comprendre que d'ici 1 à 2 semaines, si Zelensky ne négocie pas, la Russie sera obligée de lancer une offensive de grande envergure en Ukraine. Ce qu'ils ont lancé pour le moment, ce sont des frappes uniquement, des frappes. Mais d'ici 1 à 2 semaines, si Zelensky ne négocie pas, ils vont prendre Kharkiv et ils vont lancer une opération de grande envergure sur Mykolaïv. La dernière ville qui fait blocage à Odessa. Voilà, ils ont dit, ça ne sera plus histoire des trucs de l'Est seulement, mais les opérations de grande envergure seront lancées sur Kharkiv, sur Mykolaïv et sur Zaporozhye. Et donc, c'est un truc à Zelensky de voir s'il veut négocier maintenant pour dire bon, ok, je lève le drapeau blanc, ou s'il veut encore continuer à perdre des villes. Voilà, tout dépend d'eux. Et la balle est dans leur camp. En tout cas, Poutine a déjà parlé. Donc, ça reste à voir. D'ici 2 semaines, on va voir s'il doit avoir des négociations. Dans le cas contraire, il y aura une offensive de grande envergure. Voilà, pour prendre Kharkiv et Nikolaev, ainsi que Zaporozhye. Non, c'est pas Severodonetsk. Il y a une ville qui porte le nom. Ah, Seversk. Voilà, Seversk. Ils ont pris la ville de Seversk. Voilà. Donc, ils ont pris ça. C'était la dernière ville avant d'arriver à Sloviansk. Donc, comme ils ont pris ça, il reste seulement que des villages. Donc, voilà. De là, maintenant, ils peuvent frapper même Sloviansk. Les types peuvent frapper, pilonner Sloviansk parce que ce n'est plus loin. Ils sont là, la ville de Seversk. Seversk, entre Seversk et Sloviansk, il y a 15 km. Entre 10 et 15 km. Et donc, du coup, la Russie peut frapper Sloviansk parce que les missiles russes ont eu une portée de 80 à 40 km à 15 km. Les missiles, les lance-missiles, les lance-roquettes en multiples, Ouragan, il y a Smash, il y a Grad, il y a il y a Thor. Ah tiens, donc de là ils peuvent frapper Sloviansk comme ils veulent, pilonner la ville comme ils veulent, et après ils peuvent avancer avec des chars de guerre. Donc voilà, ils ont maintenant une bonne position. Donc les gens de Sloviansk, ils doivent se préparer dans les jours à venir. D'ici 1 à 2 semaines, une offensive sera lancée là-bas. Non, Kiev n'est pas dans la vision des trucs de la Russie en ce moment. La Russie compte prendre Kharkiv. Parce que c'est à Kharkiv, les Ukrainiens ils restent et puis ils frappent Belgorod. La ville russe qui est à la frontière avec la Russie. Avec l'Ukraine en fait. Donc comme les Ukrainiens, ils mettent en danger la ville de Belgorod, qui est située de l'autre côté de la frontière, les Russes, Poutine a dit, bon, écoutez, pour protéger Belgorod, il faut prendre Kharkiv. Comme ça, les Ukrainiens ne vont plus, parce que Belgorod fait frontière avec un truc. Et là, quand tu lances un missile, tout de suite, ça va toucher la ville. Il n'y a pas histoire de système de défense pour empêcher. Ce n'est pas une grande distance pour dire le missile va traverser pour intercepter ça. Voilà. Donc, comme c'est côte à côte, il suffit de prendre même lance-missile ou bien un truc RPG, tu peux lancer sa frappe de l'autre côté de la ville, ça peut tuer des gens. Et donc, comme Poutine dit, bon, il menace Belgorod via Kharkiv, bon, on va prendre Kharkiv. Donc, ils ont 2 semaines pour raisonner. 1 à 2 semaines
s'ils veulent qu'on prenne Kharkiv ou Zaporozhye. Donc la Russie a déjà amassé beaucoup de troupes vers Kharkiv et il y a déjà un grand renfort. Vous n'avez pas vu dans ce temps-ci, ils pilonnent Kharkiv. Voilà, ils veulent lancer une offensive de grande envergure pour prendre la ville. Donc aussi, ils prennent la ville, il y a 1 million d'habitants, c'est une grande ville, hein, c'est pas une petite ville, c'est une très grande ville, c'était la capitale de l'Ukraine avant que Kiev ne devienne capitale, c'est Kharkiv qui était capitale de l'Ukraine. Donc c'est une très grande ville. Si les Russes prennent ça, Zelensky il va piquer une crise cardiaque. Il ne va pas tenir, il va s'énerver. Vous comprenez? Donc voilà. Soit il perd cette ville, soit il négocie. Tout dépend. Tout dépend du truc de Zelensky. S'il veut négocier. S'il veut négocier, les Russes ne vont pas arriver à Odessa. Parce que les négociations, c'est que l'Ukraine va abandonner son idée d'adhérer au sein de l'Union européenne, son idée de rejoindre l'OTAN, et va respecter les régions déjà occupées. Ces régions vont avoir leur indépendance et tout. Et va se désarmer. Ne va plus être un État armé. Dans le cas contraire, si ils veulent coûte que coûte s'armer, adhérer au sein de l'UE et rejoindre l'OTAN, en ce moment-là, la Russie va dire, bon, écoutez, nous, on va prendre notre partie de l'Ukraine qui appartenait avant à la Russie. Donc, voilà un peu ce qui va se jouer. Donc, tout dépend des autorités ukrainiennes. Et ça va durer. Ça va faire 1 à 2 ans si Kiev ne négocie pas. À un moment, les Européens ils se posent des questions. Est-ce que c'est encore possible d'armer les Ukrainiens, envoyer encore des armes? Parce qu'ils se demandent, toutes les armes qu'ils envoient là-bas, l'Ukraine ne prend jamais de trucs. L'Ukraine leur promet que non, il y a une grande opération de grande envergure, une contre-offensive. Mais depuis qu'ils envoient les armes, l'Ukraine n'a jamais arraché une ville aux Russes. Ce sont les Russes eux-mêmes qui ont quitté vers Kiev. Mais à part ça, vers l'est de l'Ukraine, l'Ukraine n'a jamais arraché une ville aux Russes que les Russes ont arraché aux Ukrainiens. Et donc les Occidentaux, ils commencent à douter. Ils se disent, mais nous, on gaspille l'argent, on envoie l'argent. À cause de vous, il y a inflation. Le peuple européen souffre, ceci, cela. Hein? Mais on vous envoie des armes et en retour, on ne voit pas les résultats de ces armes. Certes, ça empêche les Russes d'avancer vite, mais vous nous promettez que non, vous allez libérer l'Ukraine avant l'hiver. Mais quelque chose que vous allez libérer, chaque jour vous perdez du terrain, vous perdez des villages, vous perdez des villes. Et vous dites non, c'est un repli stratégique. Quel repli stratégique? Donc, les Européens commencent à se poser des questions. L'Allemagne et l'Italie, d'autres commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est encore possible d'envoyer toujours les armes? Donc, ça a été un truc ici en Europe. Ils ne croient plus à l'Ukraine qui puisse remporter une victoire face à la Russie. Ils ne croient plus à une Ukraine qui va reprendre les territoires en fait. Donc, ils se questionnent déjà, est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'il faut normaliser les relations? Donc, voilà pourquoi ils veulent lever les sanctions contre la Russie. Ils ont compris que non, l'Ukraine, ils vont abandonner l'Ukraine en plein jour. Ils ont besoin de la Russie. Parce qu'ils comprennent que non, c'est pas la peine. Ils comprennent que c'est pas la peine. D'ici 3 mois, vous allez les voir. L'Ukraine, Zelensky va crier, je veux des armes. Ils vont dire, foutez-nous le camp, fous-nous le camp. Ils ne vont plus lui donner quoi que ce soit. Donc, sur ce, on se laisse. Je vous remercie. Passez une très bonne nuit. Et prenez bien soin de vous. Ciao.